Pendant des années, la domination américaine dans le commerce mondial n'a jamais été remise en question. Mais cette fois, le Canada ne s'est pas contenté de riposter, il a surpassé les États-Unis à chaque étape. Les États-Unis pensaient qu'ils pouvaient faire pression sur le Canada pour le soumettre, mais au lieu de cela a déclenché une tempête économique qui a échappé à tout contrôle. Ce qui a commencé comme une guerre commerciale s'est rapidement transformé en une crise financière à grande échelle, et aujourd'hui, Washington tente désespérément de contenir les retombées des droits de douane dévastateurs à un boycott national des voyages. La contre-attaque du Canada a frappé là où cela faisait le plus mal. Et à mesure que les entreprises, les travailleurs et les politiciens américains commençaient à ressentir la pression, quelque chose d'inédit s'est produit, les alliés de Trump ont commencé à se retourner contre lui. Comment le Canada a-t-il réussi cet exploit? Pourquoi cette guerre commerciale ébranle-t-elle les fondements du pouvoir américain? Et pourrait-il s'agir du moment qui met fin à la suprématie économique des États-Unis? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui se passe ensuite pourrait bien réécrire l'histoire mondiale. Les États-Unis pensaient que le Canada céderait, ce fut une énorme erreur de calcul. Que se passe-t-il lorsqu'une superpuissance choisit un combat qu'elle ne peut pas gagner? Les États-Unis pensaient pouvoir écraser économiquement le Canada. Au lieu de cela, ils ont déclenché une riposte qui allait secouer la Maison-Blanche jusqu'à ses fondations. Pendant des décennies, les États-Unis et le Canada ont bâti l'une des relations commerciales les plus étroitement liées au monde. Les biens, services et matières premières circulaient sans effort entre les deux nations, soutenant des industries des deux côtés de la frontière. Les chaînes d'approvisionnement étaient fluides, les économies profondément connectées. Mais cet équilibre a été brisé lorsque le gouvernement des États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, a lancé une frappe économique agressive. Le 1er février 2025, Washington a imposé un ensemble de droits de douane généralisés sur les produits canadiens et mexicains. La raison officielle? La sécurité des frontières et le trafic de drogue. Mais dans les coulisses, il était clair que ce n'était jamais une question de sécurité. Il s'agissait de contrôle économique. Les États-Unis cherchaient à avoir un levier, un moyen de faire pression sur le Canada pour le soumettre. L'hypothèse à Washington était simple, le Canada, fortement dépendant des marchés américains, n'aurait d'autre choix que d'absorber l'impact. Après tout, ce n'était pas la première fois que les États-Unis jouaient la carte de la fermeté. Le Canada avait déjà enduré des disputes commerciales, trouvant souvent des moyens de parvenir à des compromis ou des négociations. Washington s'attendait à ce que l'histoire se répète. Mais cette fois, il avait fait une erreur de calcul. Parce que le Canada ne se contentait pas de riposter. Il était sur le point de renverser complètement la situation. L'attaque de 155 milliards de dollars du Canada, un coup que Washington n'avait pas vu venir. Si vous pensiez que le Canada répondrait avec hésitation, détrompez-vous. Ce n'était pas simplement une réaction, c'était un missile économique visant les plus grandes industries américaines. Quelques jours après l'entrée en vigueur des droits de douane américains, le Canada a lancé une contre-attaque de 155 milliards de dollars. Contrairement aux restrictions larges et générales imposées par Washington, la réponse du Canada était précise, ciblée et dévastatrice. La riposte s'est déroulée en deux phases. La première, d'une valeur de 30 milliards de dollars, est entrée en vigueur immédiatement, tandis que les 125 milliards restants ont suivi peu après. Mais voici où la manœuvre du Canada était différente. Au lieu d'imposer des droits de douane généraux sur plusieurs secteurs, il a visé directement les secteurs qui nuiraient politiquement à Trump. La stratégie était chirurgicale. Les industries ayant le plus grand pouvoir de lobbying à Washington, l'agriculture, l'automobile et les biens de consommation ont été les plus touchés. Et bien que presque toutes les grandes exportations aient été incluses, le pétrole et l'énergie ont été remarquablement épargnés. Était-ce un signe de faiblesse? Absolument pas. Le Canada savait que le pétrole et l'énergie étaient vitaux pour les deux économies. En laissant ces industries intactes, le Canada s'assurait qu'il avait toujours un levier tout en concentrant son attaque ailleurs. Presque immédiatement, des signes de détresse économique ont commencé à apparaître aux États-Unis. Les fabricants automobiles qui dépendaient des pièces canadiennes ont vu leurs coûts exploser et leur chaîne d'approvisionnement sévèrement perturbée. Les agriculteurs américains, déjà confrontés à des pressions liées aux prix mondiaux, ont vu l'un de leurs plus grands marchés d'exportation fermer brusquement ses portes. Et à mesure que les biens de consommation devenaient plus chers, les détaillants se préparaient à une chute brutale des ventes. La douleur économique se faisait sentir. Et puis, le Canada a lancé son attaque économique la plus dévastatrice à ce jour, une mesure qui allait envoyer des ondes de choc à travers les États-Unis. L'arme secrète du Canada, le coup qui a choqué l'économie américaine. Les droits de douane n'étaient que le premier mouvement. Le Canada avait quelque chose de bien plus puissant en réserve. Au-delà des taxes sur les produits américains,
le Canada a incité ses citoyens à arrêter de partir en vacances aux États-Unis. Au début, cela ressemblait à un simple boycott. Mais ce n'était pas le cas. Il s'agissait d'une attaque économique directe contre l'un des secteurs les plus vulnérables des États-Unis, le tourisme. Chaque année, des millions de Canadiens se rendent au Sud. Dépenser des milliards dans des États comme la Floride, la Californie et New York. Pour ces régions, les visiteurs canadiens ne sont pas simplement un autre groupe de touristes. Ils représentent une force économique énorme, soutenant les hôtels, les restaurants, les lieux de divertissement et des industries entières. Et maintenant, ces dépenses étaient sur le point de disparaître. Lors d'un discours télévisé, le Premier ministre Justin Trudeau a délivré un message qui a glacé le secteur du voyage et de l'hôtellerie aux États-Unis: choisissez le Canada, pas les États-Unis. Avec ces mots, il a incité les Canadiens à reconsidérer leurs projets de voyage et à investir leur argent à la maison. Cela a fonctionné. Les compagnies aériennes et les agences de voyage ont immédiatement rapporté une hausse des annulations. Les stations balnéaires et les hôtels dans les lieux touristiques américains se préparaient à l'impact. Ce n'étaient pas seulement des particuliers qui annulaient leurs vacances, mais aussi des entreprises, des organisateurs de conférences et de grandes entreprises canadiennes qui redirigeaient leurs voyages ailleurs. La Floride, qui accueillait habituellement des millions de visiteurs canadiens chaque année, a connu un ralentissement soudain. La Californie a observé la même tendance. Même des villes comme Las Vegas, où les voyageurs canadiens représentaient une part importante des revenus de l'industrie du jeu, ont commencé à signaler une baisse de la fréquentation. Et alors que les revenus touristiques se tarissaient, la panique a commencé à s'emparer des entreprises américaines. Mais ce n'était pas seulement le secteur du tourisme qui ressentait la pression. Les premières victimes américaines, l'usine fermée, agriculteurs en faillite. Lorsque Washington a lancé la guerre commerciale, il s'attendait à nuire au Canada. Mais les premières industries à tomber? Tout était américaine. Le secteur automobile a été l'un des plus durement touchés. Pendant des décennies, les fabricants américains de voitures s'étaient appuyés sur des pièces fabriquées au Canada, intégrant sans heurts les chaînes de production de part et d'autre de la frontière. Mais lorsque les tarifs canadiens ont pris effet, ce système s'est effondré. Soudainement, les chaînes d'approvisionnement qui circulaient sans difficulté ont été encombrées de coûts, de retards et de cauchemars logistiques. De grandes usines automobiles dans le Michigan et l'Ohio ont rencontré des problèmes immédiats. Le coût de production des véhicules a augmenté, obligeant les fabricants à réduire leur production et à licencier des travailleurs. Les concessionnaires se préparaient à des hausses de prix qui éloigneraient les clients. Pendant ce temps, les agriculteurs américains se sont retrouvés avec des récoltes invendues qui pourrissaient dans les entrepôts. Le Canada avait longtemps été un marché clé pour les exportations agricoles américaines, les céréales, les produits laitiers, le bétail et le porc circulaient massivement vers le nord. Mais avec les tarifs maintenant en place, ces produits n'étaient plus compétitifs. Les acheteurs canadiens se tournaient vers des sources domestiques ou cherchaient des importations en provenance d'Europe et d'Amérique du Sud. Pour de nombreux agriculteurs américains, cela représentait une condamnation financière. Les marges étaient déjà très faibles. Sans acheteurs canadiens, beaucoup n'avaient nulle part où vendre leurs produits. Des fermes qui étaient dans les familles depuis des générations étaient soudainement menacées de saisie. Et ce n'étaient pas seulement les grandes industries qui ressentaient l'impact. Les petites entreprises à travers les États-Unis et celles qui dépendaient des importations canadiennes ont commencé à fermer leurs portes. Les détaillants ont vu des pénuries de fournitures, tandis que les fabricants ont été confrontés à des coûts croissants pour les matières premières. L'effet domino était indéniable. La guerre commerciale venait juste de commencer, mais ses conséquences s'accumulaient déjà. Et pourtant, ce n'était que le début de la crise américaine. Une tempête politique et les gouverneurs républicains se retournent contre Trump. Les plus grands alliés de Trump? Ils étaient maintenant ses plus grands critiques. Lorsque les tarifs contre le Canada ont été annoncés, les gouverneurs républicains de certains États clés soutenaient initialement l'administration, répétant les mêmes promesses que les restrictions commerciales protégeraient les emplois et les industries américaines. Mais à mesure que les conséquences se déployaient, le paysage politique a changé de manière spectaculaire. Les premiers signes de rébellion sont venus du Sud. Le gouverneur de la Floride, un soutien de longue date des politiques économiques de Trump, a exprimé publiquement des préoccupations concernant l'impact sur l'industrie touristique de l'État. Les visiteurs canadiens avaient été une bouée de sauvetage pour les hôtels, restaurants et parcs à thème de la Floride pendant des décennies. Avec le gouvernement canadien incitant ses citoyens à voyager ailleurs, les effets étaient dévastateurs.
Les stations balnéaires qui étaient autrefois animées par les vacanciers se retrouvaient désormais confrontées à un hiver économique. Les chiffres ne trompaient pas. En quelques semaines, l'industrie touristique de la Floride avait perdu des milliards et les entreprises exigeaient des mesures. Le gouverneur n'avait d'autre choix que de se démarquer. Dans le Michigan, la réaction était tout aussi vive, mais pour des raisons différentes. Les fabricants d'automobiles, déjà en difficulté avec les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, étaient maintenant confrontés à des ventes en chute libre. Les consommateurs canadiens, autrefois un marché important pour les voitures fabriquées aux États-Unis, s'était détourné des marques américaines. Les usines de Détroit et de Grand Rapids ralentissaient la production, réduisaient les horaires et licenciaient des travailleurs. Le gouverneur du Michigan, qui avait fait campagne pour ramener des emplois dans l'État, se retrouvait dans une position impossible. Il devait soit continuer à soutenir les tarifs de Trump, soit se ranger du côté des milliers de travailleurs menacés de perdre leur emploi. Sa décision fut rapide. Il demanda une réévaluation immédiate de la guerre commerciale, déclarant que le Michigan ne pouvait pas se permettre d'être une victime collatérale dans les batailles économiques de Washington. Le Texas, un État qui se targuait de sa force économique et de son indépendance, n'était pas épargné. Les tarifs sur les exportations agricoles avaient paralysé les agriculteurs, et le gouverneur était sous une pression immense de la part de l'industrie. L'économie du Texas dépendait fortement du commerce avec le Canada, et maintenant ce commerce s'érodait. Les producteurs de céréales, de viande et de produits laitiers faisaient face à des surplus qu'ils ne pouvaient pas vendre, et les usines de transformation des aliments réduisaient leurs opérations. La douleur économique était réelle, et elle frappait l'une des bases politiques les plus solides de Trump. Le gouverneur du Texas fit savoir que, bien qu'il soutienne l'administration, il ne pouvait ignorer la dévastation que les tarifs causaient. Il exhorta Washington à négocier avant que des dommages supplémentaires ne soient causés. Les fissures se creusaient. Au Congrès, la division était encore plus marquée. Les législateurs républicains qui avaient soutenu la guerre commerciale remettaient maintenant en question si cela en valait vraiment la peine. Certains plaidaient pour des négociations urgentes avec le Canada, espérant désamorcer la situation avant qu'elle ne dégénère davantage. D'autres, toujours alignés sur la stratégie de Trump, insistaient sur le fait que les tarifs étaient nécessaires et que toute faiblesse maintenant ne ferait qu'encourager les concurrents de l'Amérique. Le Parti républicain était en guerre contre lui-même. Mais malgré la pression croissante, Trump refusait de reculer. Sa position était inébranlable. Il insistait sur le fait que les tarifs étaient un outil nécessaire pour forcer le Canada à obtenir un meilleur accord, rejetant les préoccupations des gouverneurs et des législateurs comme des revers temporaires. Pour lui, ce n'était pas juste un différend économique, c'était une lutte pour le contrôle. Et Trump n'avait aucune intention de perdre point. C'est alors que sa frustration a explosé en une crise totale. Et la crise de Trump à l'intérieur de la Maison-Blanche face à la perte de contrôle, Trump fit ce qu'il savait faire de mieux, il s'en prit à tout le monde. À l'intérieur de la Maison-Blanche, les tensions atteignaient un point de rupture. Des rapports fuités de hauts responsables peignaient un tableau de chaos derrière les portes closes. Trump était furieux que sa guerre commerciale ne se déroule pas comme prévu. Ce qui devait être une démonstration de la puissance américaine s'était transformé en une crise qui portait atteinte à sa réputation. Il se tourna vers les réseaux sociaux avec une série de messages attaquant le Premier ministre canadien, l'accusant d'agir de mauvaise foi et de nuire délibérément aux industries américaines. Ses paroles n'étaient pas mesurées. Elles n'étaient pas stratégiques. Elles étaient brutes, une colère non filtrée. Il qualifia le Canada de faible, malhonnête, et affirma que sans le commerce américain, son économie s'effondrerait. Mais la réponse du Canada fut mesurée, calme et inébranlable. Le message du Premier ministre était clair, le Canada ne se laisserait pas intimider. Les conseillers de Trump étaient en mode panique totale. La situation se détériorait rapidement. Avec des entreprises, des législateurs et des gouverneurs se retournant contre les tarifs, la Maison-Blanche perdait le contrôle du récit. Derrière les portes fermées, les conseillers économiques présentaient des rapports inquiétants. La bourse réagissait négativement, les entreprises tenaient des réunions d'urgence et les prix à la consommation augmentaient. Les avertissements étaient clairs, si la guerre commerciale continuait, les conséquences seraient graves. Mais Trump n'était pas intéressé par les avertissements. Il voulait de l'action. Il exigea une escalade, insistant pour que des tarifs encore plus élevés soient imposés sur les produits canadiens. Mais cette fois, son administration fit pression contre cette décision. Des responsables de haut niveau, y compris des membres de son équipe économique, conseillèrent de ne pas le faire. Ils avertirent que la riposte du Canada ne ferait qu'aggraver la crise.
Trump ne voulait rien entendre. Il blâma ses conseillers pour ne pas avoir contrôlé la situation. Il blâma les législateurs républicains pour leur faiblesse. Il blâma les médias pour avoir exagéré la crise. Il blâma tout le monde sauf lui-même. Et puis, quelque chose se produisit que personne n'avait prévu, les plus grands soutiens de Trump dans le monde des affaires se retournèrent contre lui. Et la révolte des entreprises. Les PDG américains préviennent d'un effondrement économique. Les grandes entreprises avaient soutenu les politiques de Trump, jusqu'à ce qu'elles constatent les dégâts.